Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus spécial Côte d'Ivoire à l'occasion justement de la campagne électorale, la campagne présidentielle du 25 octobre 2015. Nous recevons les différents candidats, les principaux candidats à ce scrutin présidentiel et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Nyangbo Kakou qui est un candidat indépendant. Monsieur Kakou, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, candidat présidentiel, candidat indépendant, puisque vous êtes un des rares députés indépendants de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes âgé de 53 ans, fils d'un planteur et d'une commerçante, diplômé en économie avec une spécialité dans la fiscalité, diplômé de l'université Panthéon Sorbonne de Paris, en France. Et puis vous êtes enseignant en gestion, en droit social, en fiscalité. Et vous avez aussi créé un cabinet d'audit fiscal en France. Et puis vous êtes revenu donc au pays aussi pour vous impliquer notamment politiquement, mais aussi socialement, puisque vous avez créé une ONG qui s'appelle Droit à la santé, qui offre des soins de santé aux Ivoiriens. Donc il y a aussi ce souci du social. Alors on parlera de tout ça. Vous êtes élu donc député depuis 2012 et avec d'autres fonctions bien sûr aussi. Et alors vous êtes lancé dans cette campagne. D'abord une première question comme ça d'entrée de jeu. Est-ce que vous allez jeter l'éponge aussi comme certains l'ont fait ou vous allez aller jusqu'au bout? C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'on jette l'éponge. Mais pour l'instant, je suis dans la course. Je suis pleinement dans la course. Et pourquoi ce serait possible? C'est possible. Il y a des conditions qui ne sont pas réunies. On espère que les choses vont évoluer. Au cas où les choses n'évolueraient pas et que la situation venait à s'empirer, il est possible qu'on se soustrait de la situation. Mais soyons concrets. Vous n'êtes pas un homme qui manie la langue de bois. C'est-à-dire, à quelles conditions vous retirez de cette campagne? Si la situation venait à s'empirer. D'accord. Mais oui, si la situation sociale venait à se dégrader considérablement, il est possible que je jette l'éponge. D'accord, on suivra ça de près alors. Mais question centrale, question pour démarrer, pas le détail de votre programme, qui est très fouillé, on verra certains de ces points essentiels. D'abord, quelle est la motivation première? Certains disaient, j'y pense depuis 5 ans en me rasant tous les matins. Vous, c'est quoi? C'est une ambition? C'est l'attrait des honneurs de la République? Pourquoi vous vous présentez au suffrage des Ivoiriens? La politique, sinon l'homme politique est fait pour se mettre à la disposition de ses concitoyens. Je me rends compte que ces politiciens qui auraient dû être des professionnels sont loin d'en être. Et je vois que s'ils ne peuvent pas faire leur travail, des hommes comme nous, indépendants, se décident de venir à la politique pour faire ce qu'ils ne savent pas faire. Vous n'êtes pas un politicien professionnel, c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Je suis un professionnel j'ai une activité professionnelle, j'ai exercé comme fiscaliste, je suis un consultant, je sais plutôt mieux faire ça, mais la politique, non. Mais je vois que les politiciens ne servent pas leurs concitoyens, ce qui me pousse à venir faire le travail, c'est tout. Je viens en sapeur-pompier. Alors, très bien. Alors, parmi vos points centraux que vous mettez en avant, c'est notamment la lutte contre le chômage des jeunes et puis aussi la réforme des institutions. On va s'arrêter là-dessus, mais avant tout, il y a une phrase qui m'a étonné dans votre programme. Vous dites ceci: si je suis élu, je serai le dernier président élu au suffrage universel. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez révolutionner carrément l'organisation territoriale de la Côte d'Ivoire? Tout à fait, tout à fait. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne sera pas la Côte d'Ivoire de l'année 2020. D'accord. Le suffrage universel ne va pas aux Ivoiriens. Chaque fois qu'on arrive à ces échéances quinquennales, c'est une crise qui se présente à la Côte d'Ivoire. Il faudra que ça s'arrête. C'est un peu comme si il y avait un match, vous qui venez de l'Europe, un match PSG-Marseille. D'accord, il y a l'ébullition, la politique n'est pas faite pour ça. D'accord, donc il faudra qu'on réorganise de sorte que ces genres d'événements trop spectaculaires ne se présentent pas, sachant que quand on fait des élections, c'est pour que les Ivoiriens, nos concitoyens, on puisse améliorer leur niveau de vie, on puisse créer un environnement adéquat pour que les jeunes puissent travailler. Mais quand vous parlez de spectacle, on se souvient, c'est vrai qu'en 2010, Vox Africa était d'ailleurs très présent pour couvrir cette campagne, il y avait d'autres acteurs, d'autres enjeux. Et c'est vrai que c'était un petit peu une polarisation entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président sortant Alassane Ouattara. Alors, aujourd'hui, les acteurs ont changé. Parmi les deux grands ténors, si on peut dire, de 2010, il ne reste que le président Alassane Ouattara.
on n'est pas dans la même configuration. Pourquoi vous vous présentez comme un troisième homme, comme s'il y aurait deux autres adversaires et vous serez la voie d'alternance? Mais non, monsieur, vous n'avez pas encore lu le paysage, l'environnement ivoirien. Hein, ça existe, c'est encore plus fort qu'hier. Et la polarisation, c'est entre qui et qui alors? Mais la polarisation, c'est toujours entre le RHDP et actuellement le FPI qui s'est transformé en CNC, d'accord? Et ça existe, la fracture est très réelle, est très frappante. Et cette guerre, ça existe depuis depuis 2090. 90, il y a eu une crise, il y a eu des élections, il y a eu une crise. En 95, il y a eu des élections, il y a eu une crise. 2000, il y a eu des élections, il y a eu une crise. Donc on va vers une énième crise. C'est un rituel ivoirien. Ah, il faudra que ça puisse changer, c'est tout. Alors précisément, pour essayer de changer ça, vous dites justement il faut revoir l'organisation territoriale. On en a parlé, vous avez dit je serai le dernier président élu au suffrage universel. En quelques mots, pour expliquer à nos téléspectateurs, quels seraient les grands axes de votre réforme territoriale qui changeraient le visage et l'organisation politique et administrative de la Côte d'Ivoire? Ça veut dire quoi? Dorénavant, la Côte d'Ivoire sera reparti en 8 groupements de territoire. Et chaque groupement de territoire aura une autonomie totale et une souveraineté dirigée par un gouverneur. C'est le gouverneur qui va conduire la politique économique et sociale de ce territoire. D'accord? Il aura un président, mais il aura un pouvoir, ça sera le pouvoir régalien, celui des forces armées et celui de la diplomatie internationale. Donc l'homme-dieu n'existera plus en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, vous pensez quoi? La tradition des hommes forts, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire? C'est fini. Il faut qu'on arrête ça. Et pourtant, dans un pays qui a encore de grands défis de développement, est-ce qu'il ne faut pas justement à la fois un homme fort et à la fois des institutions? Effectivement, je vais vous faire comprendre que le défi de développement, en segmentant, on développe plus que quand c'est en bloc trop global. C'est trop gros pour un seul individu qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire profonde. En segmentant, on développera mieux la Côte d'Ivoire. Et le souci de tout individu, c'est le développement, c'est la richesse, c'est le bien-être. Ce n'est pas d'aller se présenter à chaque 5 ans pour élire son président de la République. Donc, moi, je réoriente les choix. Le choix, je privilégie le bien-être de l'homme au détriment du choix politique. Bon, d'accord. C'est ça qui m'a motivé pour faire cette réorganisation territoriale. Mais est-ce que cette décentralisation, si je peux dire, qui est plus qu'une décentralisation, puisque c'est presque une sorte de fédéralisme, sans y en dire les mots. C'est une fédération de groupements de territoires. Est-ce que ça ne peut pas conduire à une balkanisation du pays? Parce qu'on sait que dans certains pays africains, des jeunes nations, à peine 55 ans d'existence, il peut avoir ce qu'on appelle des poussées irrédentistes. C'est-à-dire certaines régions, certains territoires qui pourraient prendre leur indépendance en disant nous, on est les plus riches, on ne veut pas partager avec les autres. Ça ne peut pas exister. Et pourquoi? Parce que dans chaque groupement de territoire, il y a des différentes ethnies. D'accord? Ce n'est pas une ethnisation, hein. Il y a des groupes d'ethnies. D'accord? Donc cet ensemble d'ethnies additionnées ne peut pas à eux demander leur indépendance. Donc c'est une hypothèse qui ne pourrait pas se vérifier dans notre organisation. Alors, allons plus précisément là-dedans. Donc, les gouverneurs de ces territoires, eux, seraient élus au suffrage universel? Ils sont élus localement au suffrage universel. Et puis, au niveau du gouvernement central, la Constitution va fixer l'ordre. L'ordre qui est... ils ont un mandat de 2 ans. C'est-à-dire quoi? Les gouverneurs dirigeront l'ensemble du pays, une sorte de tournante en fait. Une sorte de tournante, effectivement, comme ça s'est fait au niveau de l'Union européenne depuis quelques années. Ouais. Et vous voyez que la Côte d'Ivoire va changer de président de la République sans que la population ne s'en rende compte. Et c'est une avancée extraordinaire. On aurait un président, mais on ne sait même pas qui est le président. Mais ce qui sera important pour nos concitoyens, ça sera le développement économique et social. Oui. Donc ça va créer une stabilité durable. Et les investisseurs auront confiance en notre pays et ils voudront venir investir parce qu'on sera sorti du régime présidentiel, du régime où il y a des dieux. On est des hommes, on n'est pas des dieux. C'est ce que je vais faire comprendre. Donc c'est pour éviter la cristallisation sur des personnalités politiques fortes. Vous avez tout compris. Qui parfois conduisent à des débats inutiles ou à des confrontations personnalisées. Il y a 2 grands partis en Côte d'Ivoire qui ont pris le pays en otage. Il faudra que ça s'arrête. Ils ont pris complètement le pays en otage. Là, on va à des élections, la population a peur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après le 25.
D'accord? Sachant que vous avez dit tout à l'heure, il y en a qui demandent à arrêter, il y en a qui veulent continuer. Vous voyez? Si nous sommes 10 candidats, si seulement 4 partent aux élections, est-ce qu'il faudra dire que l'élection est bien faite ou pas? Mais je crois que le président élu voudra continuer ce mandat. Il sera mal élu, mais il voudra continuer pendant encore 5 ans. Vous voyez, on peut pas les enjeux sont énormes, on ne peut pas se permettre ce désordre institutionnel. Alors, la décentralisation, la fédération, ce n'est qu'un moyen, le moyen pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est le développement. Alors, allons-y sur quelques points de votre programme, notamment économique et social de développement. Programme très fouillé, comme je l'ai dit, notamment avec une ambition très forte, atteindre une croissance de 15% afin de réaliser le plein d'emploi en 5 ans. C'est très bien, mais vous êtes un fiscaliste, je veux dire, un spécialiste de l'économie. Vous savez bien, ça ne se fait pas par décret. On ne peut pas, en claquant des doigts, décréter le plein emploi. Alors là, vous citez même le budget de la Côte d'Ivoire, qui est de 5 014 milliards, dont seulement 3 989 milliards sont disponibles, parce que le reste, c'est pour le paiement de services de la dette. Mais comment vous allez carrément tripler ou quadrupler ce montant pour pouvoir l'allouer? Mais non, monsieur, on ne va pas... Avec le même montant, vous savez qu'il y a eu une mauvaise utilisation de ce budget. On est d'accord? Si j'achète, disons, une bouteille d'eau qui coûte 500 francs CFA, il va être facturé dans notre budget à 3 500 francs. Donc, je vais faire des retraitements pour éliminer cette mauvaise utilisation et je ferai un gain, une économie de 1000 milliards. Et ce sont ces 1000 milliards que je vais injecter 800 milliards pour construire notre industrie. Ça représente 20% de notre budget. Beaucoup de pays le font. Il faut copier ceux qui le font et puis ça marche très bien. La Chine met 50% de son PIB pour construire l'argent public pour construire son industrie. L'Allemagne met 23%. Le Japon a mis 1% de son PIB pour construire son industrie. Alors pourquoi nous voulons être en reste? Il faut construire son industrie, personne ne viendra faire ça à la place des Ivoiriens. D'accord? C'est ce que je vais faire. Le gouvernement actuel, en mettant 800 milliards pour réaliser les grands travaux, c'est sûr, c'est très bien, ça a créé une croissance, la croissance de 9%, mais tout le monde a constaté que cette croissance n'a pas agi sur l'emploi. C'est vrai, parce qu'on investit beaucoup plus, mais c'est peu créateur d'emplois. Alors, il faut faire l'inverse. Il faut mettre 800 milliards pour construire l'industrie. En construisant l'industrie, on va booster l'emploi. Et vous savez que l'industrie va générer des bénéfices. Ces bénéfices, une partie seront distribués aux actionnaires, mais une partie encore va être réinvestie. D'accord? Donc, chaque année, on ira de croissance en croissance. Et une industrie paie toujours un impôt. D'accord? Donc c'est une Côte d'Ivoire dynamique, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire où l'emploi est au top de notre objectif. On va revenir sur vos mesures concernant l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, notamment certaines filières que vous comptez privilégier, mais vous parlez de ces 1000 milliards qu'il faut investir pour l'industrialisation. 800 milliards. 800 milliards. J'ai 1000 milliards d'économies en faisant le retraitement du budget. J'ai fait le retraitement. Oui, bon, les économies, alors arrêtons-nous sur les économies. Il faut faire des choix politiques. Où vous allez couper? Je ne coupe pas, je dis je réalise une économie, monsieur. Je ne coupe pas. La santé aura son budget qu'il a toujours, je crois, la santé, on a autour de 269 milliards. L'éducation, on a autour de 300 milliards. Ils auront toujours leur budget, mais en faisant un retraitement avec une action très forte sur la corruption de la Côte d'Ivoire, je réalisais une économie. Je parle bien d'économie. Une mauvaise utilisation. Quand on récupère la mauvaise utilisation, c'est une économie et Mais comment vous fixez ces estimations de l'économie que vous pourrez faire? C'est-à-dire, comment vous savez quel est l'argent perdu aujourd'hui dans la surfacturation, par exemple? C'est évalué comment? C'est pas évalué. Quand on a le budget, d'abord, il y a eu une hausse. C'était à 5 014 milliards. Le budget qu'on avait voté en décembre 2014, nous venons de voter un budget rectificatif. Il est passé à 5 196 milliards. Mais dans le budget, il y a la rubrique achat, frais de fonctionnement. Et si vous voyez cette rubrique, vous coupez le tiers. Il y a le tiers qui représente la bonne facture et les 2 tiers, c'est la mauvaise facturation. Donc on retrouve facilement nos 1000 milliards. Mais frais de fonctionnement, c'est parfois le salaire des fonctionnaires. Non, c'est pas le salaire des fonctionnaires. Non, s'il vous plaît, monsieur, le salaire des fonctionnaires, c'est 1700 milliards
Ça ne touche pas. Je ne parle pas je parle pas des salaires. Je parle des frais de fourniture, ainsi de suite. D'accord? Des frais d'achat. D'accord? Et si vous avez ce montant de frais d'achat, en prenant les 2 tiers, on a les 1000 milliards. Et puis, il y a des institutions qu'on va supprimer, telles que le Conseil économique et social. Il ne sert à rien du tout. Il sert juste à caser ses amis. D'accord? On n'est pas là pour faire de la complaisance, on n'est pas là pour faire du copinage. D'accord? Donc, ça, je vais supprimer, je gagnerai 2 milliards. C'est pas seulement ça, vous parlez aussi de la grande chancellerie et de la médiature. Effectivement, tout ça au coup. Oui, ça ne sert à rien du tout. Hein, la grande chancellerie, c'est quoi? C'est pour donner une médaille à une copine? Mais non, on n'est pas là pour ça. D'accord? La grande chancellerie, c'est pour donner une médaille à quelqu'un pour qu'il vote moi ce que vous appelez, comment on appelle ça, le clientélisme. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, il faut s'occuper des Ivoiriens. Et c'est ce que Nyambo Kakou veut faire. Alors, allons-y. Par exemple, vous dites que la Côte d'Ivoire produira de l'électronique. Vous allez faire une filière électronique. Mais vous savez bien, vous le savez, une filière industrielle, pour qu'elle soit à la fois compétitive et performante, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans. Ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans pour que, par exemple, l'Inde devienne la filière mondiale en matière de nouvelles technologies, pour que la Corée du Sud soit aujourd'hui super performante, même en matière automobile. Ça a pris du temps. Et vous pensez qu'en 5 ans, vous pourrez le faire? Largement, monsieur. Ça a pris du temps. C'est quoi? Le consommateur est rationnel. Il faut que vous soyez compétitif. On est d'accord? Si vous produisez le portable, il faut que votre portable que vous produisez soit bien fait et que ça a un prix de vente beaucoup moins cher que le portable produit en Corée ou en Chine. Et comment nous allons faire? Vous voyez que l'enseignement général ici, entre l'enseignement général et l'entreprise, il n'y a pas de passerelle. Nous, on mettra une passerelle, c'est-à-dire la formation professionnelle pointue. D'accord? Il faut former les Ivoiriens à pouvoir faire le travail à la chaîne. D'accord? Donc tout ça existera. C'est ça, c'est cet élément qui va appuyer l'industrialisation. À défaut, on sera loin du pauvre. D'accord? Donc par la formation, par la qualité de nos salariés, on gagnera en coût de production. Mais ce n'est pas suffisant. On a notre monnaie qui est trop rigide. D'accord? Donc on va demander la flottabilité de cette monnaie. En demandant la flottabilité, les deux combinés, la Chine le fait tous les jours. La Chine, chaque fois qu'elle est en difficulté de compétitivité, elle demande la dévaluation de sa monnaie. C'est exactement ce qui marche ailleurs que nous voulons mettre en Côte d'Ivoire. Si eux, ils ont mis longtemps, c'est parce que ça s'est compris trop tard. Mais nous, on a compris, quand vous voulez copier, la chose est déjà faite. Vous n'avez qu'à copier et vous gagnez les 5 ans. Ils ont mis quoi, une vingtaine, trentaine d'années. Mais nous, en 5 ans, je prends un engagement avec le peuple ivoirien. Au terme des 5 ans de mon mandat, on doit pouvoir atteindre le plein emploi. D'accord? Donc, je viens pour servir totalement notre pays pour arriver à réussir le projet de société que je vais mettre en place. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il y ait la guerre dans le pays. Je vais rassembler tous ces partis politiques qui n'arrêtent pas, qui font du matin et soir en train de se tirer là-dessus. Ils seront dans mon gouvernement pour qu'ils puissent se taire. D'accord? Je ferai un gouvernement d'union nationale. Il y aura des membres du RDR, des membres du PDCI, des membres du FPI. Ils seront calmes et moi, je pourrai m'attacher au chantier si vaste, si lourd pour pouvoir atteindre l'objectif que je promets à la Côte d'Ivoire. Alors, 2 points de détail par rapport à cette forte ambition d'industrialiser le pays. Vous avez parlé justement de la monnaie, le franc CFA. Vous avez dit on va le transformer en monnaie flottante. Mais pourquoi pas sortir carrément du franc CFA? Le débat est aujourd'hui devenu mûr. C'est-à-dire en Afrique, on entend des intellectuels, des hommes politiques, parler haut et fort pour dire le franc CFA, c'est un asservissement, c'est une perte de souveraineté des pays africains, notamment pour le fait qu'il y a 13 000 milliards, je répète bien, 13 000 milliards de réserves de change qui sont bloquées à la Banque de France, qui ne sont pas disponibles donc pour, par exemple, être réinvestis pour les infrastructures ou l'industrialisation en Afrique. Alors pourquoi être timide et ne pas aller jusqu'au bout? Je ne suis pas timide, monsieur, mais il faut voir ce qui est réalisable et ce qui est faisable. D'accord? La Côte d'Ivoire est au sein de lui et moi. Il faudra que j'arrive à convaincre mes partenaires. Il faudra aussi que j'arrive à rassurer nos amis les Français. D'accord? Moi, je ne suis pas dans l'anticolonialisme. Ce n'est pas mon genre. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un chômage, je dois résoudre. D'accord? Que j'ai une monnaie. Ce n'est pas la meilleure solution pour la Côte d'Ivoire que de sortir du franc CFA?
c'est pas la meilleure solution parce que ça va être difficile à se mettre en place. On ne veut plus de révolutionnaires dans ce monde. Le monde est global. C'est une famille mondiale, universelle. D'accord? Dans cette famille, il faut pouvoir rassurer tous les partenaires. Mais si vous voulez les mêmes moyens que la Chine qui joue sur le yuan, il faut avoir votre monnaie. Si notre monnaie est flottable, on a exactement les mêmes moyens. On a exactement les mêmes moyens. Parce que quand la monnaie sera déclarée flottable, elle sera considérablement attaquée. Et notre monnaie sera très très faible. Une fois qu'elle sera faible, on est d'accord, tout ce qui viendra de l'extérieur coûtera très cher et tout ce qui sortira de la Côte d'Ivoire coûtera moins cher. Déjà, les produits ivoiriens seront demandés. D'accord? Donc c'est comme ça, mais il faut rassurer ces Français. Je ne vais pas le dire, je ne parle pas de colonialisme, mais non, on est dans un monde où les gens doivent travailler. On est dans un monde où il faut sortir de cette crise. D'accord? Bon, donc il y a d'autres guerres. Moi, je ne suis pas dans la guerre de race. Je ne suis pas dans la guerre de je suis mieux que... Non, je suis dans la guerre où je dois apporter du bien-être à mes concitoyens. Et la guerre pour la Côte d'Ivoire, si on peut dire. La bataille du développement de la Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, quelle est votre opinion sur les APE, les accords de partenariat économique entre les pays ACP et l'Union européenne, qui notamment conduisent à une libéralisation à outrance pour retirer les droits de douane des pays africains, ce qui va faire rentrer les produits européens ici, les produits manufacturés. Et beaucoup de personnes en Afrique, notamment, se sont élevées contre ça parce qu'ils disent si on ouvre nos frontières trop vite, on n'aura pas le temps de s'industrialiser. Vous qui prenez l'industrialisation rapide de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup. Non, mais c'est extraordinaire. J'ai tellement de choses à dire. Vous voyez que les Africains sont frileux parce qu'ils ne font pas de politique d'accompagnement. Moi, je fais une politique d'offre. Je demande que les frontières soient ouvertes. Totalement. D'accord? Il faut que je puisse vendre chez le voisin et que le voisin puisse vendre chez moi. D'accord? Mais c'est ça la flottabilité. Quand la monnaie va être très faible, c'est un peu comme si on mettait une protection douanière invisible. D'accord? Parce que tout ce qui va venir en Côte d'Ivoire sera cher. Ça ne sera pas cher parce que Niambo Kakou ne veut pas que les produits rentrent. Mais ça sera cher pour le fait que notre monnaie soit trop faible. D'accord? Donc je demanderais cette flottabilité, cette monnaie très faible est nécessaire et impératif pour que notre pays puisse prendre son décor. Mais les Africains ne mettent pas de politique d'offre. Quand on est passif, on subit, et quand on subit, on pense que tout le monde est méchant, tout le monde est son danger. C'est ça le problème. Mais c'est la nouvelle politique que je veux. Tous les Africains, les pays africains doivent s'en inspirer. D'accord? Si on ne prend pas le destin de fabrication, de construire entre nos mains, je pense qu'on sera toujours en train de tendre notre main. La main qui demande est la main la plus faible. C'est fini cette Afrique faible, l'Afrique qui commande. C'est terminé. Je ne vais pas commander. Je vais faire une économie avec 0% de déficit. 0 franc de déficit. Vous voyez? Il faut toujours faire avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à Et précisément, faire avec ce que vous avez. Un autre point important, dernier point qu'on peut aborder, celui de la santé, très important. J'ai dit que vous avez même vous-même personnellement une implication sociale avec une ONG qui donnait des soins de santé donc, aux Ivoiriens. Là, vous dites couverture maladie universelle. Le président Ouattara l'a mis en place. Vous dites oui, très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, notamment en mettant des assurances maladie, mais par secteur, c'est-à-dire pour les agriculteurs, pour les professions libérales. J'ai lu votre programme, exactement. Alors, juste la question, mais vous voulez le donner au privé, aux assurances privées, c'est-à-dire quoi? C'est pas une assurance maladie par répartition avec le jeu de la solidarité nationale? Vous allez donner ça au marché, mais vous savez bien que les spéculateurs, eux, ils ne pensent qu'à faire des profits. Je suis un libéral, il faut croire au marché, monsieur. Il faut croire au marché. La CMU que prône le président Ouattara, ça ne peut pas marcher. La France le fait, le Canada le fait, on est d'accord. Chaque année, la France finance plus de 8 milliards de déficit. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire a assez de moyens pour pouvoir rattraper ce déficit retardé? Non. D'accord? Quand quelque chose ne marche pas aussi, il ne faut pas prendre. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il faudra qu'on réorganise tous les secteurs. Il y aura une assurance maladie des salariés, des fonctionnaires, et puis des producteurs du vivrier et des commerçants. D'accord? 5 types d'assurance. Il faut le confier au privé. Parce que si on ne le confie pas au privé, mais ça sera un privé un peu sous forme d'ONG. Ça ne sera pas le privé pur, dur et spéculatif. D'accord? Mais il faudra que les gens payent au coût franc. D'accord? Ça veut dire que si je consomme 1 franc, je paye 1 franc. D'accord? Donc c'est ce type de truc, de décision ou bien de choix
efficace que je veux mettre en place. Vous voyez qu'il y a une cohérence dans mon analyse en tant que libéral et en tant qu'homme social pour servir. Un mot, je sais que c'est peut-être long à expliquer, mais un mot, pour financer ça, notamment la couverture des femmes enceintes et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, vous augmentez de 2 points la TVA. Mais ça a un impact sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Oui, mais vous voyez qu'il y a deux façons d'avoir du pouvoir d'achat. Il y a la première façon, soit on augmente le salaire, et sachant que les salaires sont fixés, sont figés. On ne pourra pas augmenter les salaires. Moi, je lancerai une vaste production du vivrier, surproduction. Le prix des denrées va considérablement baisser. Et comme ça va baisser, si ça coûtait 100 francs et qu'après ça coûte 50 francs, tout le monde gagne en pouvoir d'achat. On est d'accord? Donc, en augmentant de 2%, il n'y a pas du tout de perte de pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat aurait été gagné par la baisse des produits de denrées. On est d'accord? Donc, tout ce que je fais, c'est je n'apporte pas de coûts supplémentaires aux Ivoiriens, j'apporte que du bien-être aux Ivoiriens. Merci beaucoup, Monsieur Nyangbo Kaku. Je rappelle que vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Vous m'avez fait du bien de m'adresser à mes concitoyens parce que depuis que je suis désigné candidat officiel, je n'ai pas encore eu ce privilège de passer sur l'antenne ivoirienne RTI. C'est normal, nous recevons tous les candidats. Chacun a droit à la parole sur Vox Africa. Merci beaucoup pour votre contribution à la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On va donc poursuivre cette série d'entretiens avec les principaux candidats. On en retrouvera des prochains dans les jours qui viennent. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment réalisée par Bolim Panimpongo, assisté de Monsieur François de Sales Kouakou Kassi, et puis exactement aussi toutes les autres équipes de RK Média et de Vox Africa Côte d'Ivoire. À bientôt, au revoir.